Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 27 août 2025 et notre ami Pepe Escobar est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Pepe. Et la tasse de Donetsk dit « Je suis là parce que j'aime Nima ». Je voudrais commencer, Pepe, par ton dernier article que tu viens de publier. Le titre est incroyable. Je viens tout juste de le lire. Et tu parles de Trump, le créateur de mythes. Oui. Et puis vous abordez ces guerres sans fin et la façon dont elles transforment et redéfinissent la géopolitique. Que cherchez-vous à dire dans cet article? Que voulez-vous nous transmettre? Quels sont les points principaux de votre nouveau texte? Merci, Nima. Oui, c'est ambitieux, dans le sens où je fais appel, disons, aux meilleurs instincts du public et à un peu de mémoire historique de l'époque où ils étaient à l'école, parce que j'essaie un croisement entre la mythologie grecque et la réelle politique. J'ai été inspiré par mon cher ami Alastair Crooke. Alastair, lors d'une de ses dernières interventions avec le juge Napolitano, a été absolument brillant. C'est Alastair qui a commencé à parler de Trump comme d'un créateur de mythes. Et il établissait des parallèles entre Poutine en tant que figure apollinienne, parce qu'il disait « Poutine est un Apollon. Il est froid, calme, posé, calculateur, olympien en un sens. Et Trump est une figure dionysiaque, comme un Bacchus hors de contrôle, bien sûr, mais je dirais à un niveau plus bas. Donc ce qu'Alastair a esquissé brillamment d'ailleurs, c'est la façon dont Trump utilise des archétypes pour renforcer son récit. Et si vous utilisez Jung, et je suis sûr que Donald Trump n'a jamais lu Jung de sa vie, donc il pense probablement que Jung est un joueur de football quelque part. Mais Alastair utilisait Jung pour expliquer comment des figures politiques puissantes peuvent utiliser et manipuler des archétypes pour l'emporter. Et c'est exactement ce que fait Trump, et il est très doué pour cela. Mais bien sûr, je dirais à un niveau bien plus bas de gamme de bric et de broc. Donc, au milieu de la chronique, je n'ai pas essayé, en fait, je parlais de Trump, de l'image que Trump a de lui-même en tant que divinité grecque mythique. Il pourrait être Thésée, par exemple. Et j'en parle parce que Trump peut être vu comme un Thésée perdu dans son propre labyrinthe ou affrontant différents minotaures, des mini-minotaures, de petits minotaures, des minotaures qu'il a lui-même créés. Mais malgré tout, il ne peut pas échapper au labyrinthe. Et dans une large mesure, il a créé ce labyrinthe lui-même. On peut donc voir Trump comme une sorte de croisement entre Narcisse et, disons, un Thésée qui n'arrive à rien accomplir, mais il ressemble davantage à Narcisse. Et cela se retrouve dans le titre. Car bien plus que Dionysos, Trump ressemble à un Narcisse, absolument fasciné par sa propre image et se noyant dans le bassin, ce bassin qui reflète sans cesse son image. Et il se noie de façon répétée, encore et encore. Et le bassin est en réalité un marécage. On peut donc utiliser toutes ces métaphores et ces images, certaines que Trump utilise lui-même, comme le marécage. Le bassin est en fait un marécage. Ainsi, le marécage attire Trump vers le fond en permanence, et il n'y a rien qu'il puisse faire pour y échapper. Même si dans son esprit, il pense être Zeus et qu'Ariane lui a donné le fil, et que s'il suit le fil, il peut s'échapper du labyrinthe, il ne peut pas échapper au marécage. Il ne peut pas échapper à sa propre mare, et il ne peut finalement pas s'échapper du labyrinthe. Le problème avec tout cela, c'est que nous sommes tous les otages de cette manipulation trumpienne, ce qu'Alastair a brillamment expliqué en quelques minutes, et que j'ai expliqué à ma manière dans cet article. Donc, d'accord, on ne voit pas ça très souvent quand on parle de géopolitique, mais j'aime repousser les limites de la discussion géopolitique, en introduisant l'histoire, la mythologie, la chorégraphie, la pop musique, le cinéma, des citations littéraires, et tout ce qui la rend beaucoup plus créative, dynamique, riche, et c'est formidable de pousser vos lecteurs à faire ces parallèles et associations.
parallels and associations. Pepe, when it comes to Pepe, en ce qui concerne l'état d'esprit, comme nous parlions de Donald Trump, il semble que le gouvernement russe, l'administration Poutine, ait atteint ses objectifs, à mon avis, quels qu'ils aient été. Mais le résultat de la rencontre et ce que nous observons actuellement est totalement positif pour les Russes, mais extrêmement négatif pour ce qui se passe avec l'administration Trump. Je ne vois rien de positif émanant de l'administration à la suite de cette rencontre entre les deux présidents. Qu'en penses-tu? Parce que nous avons eu Lavrov sur MSNBC qui s'est contenté d'exposer les faits sur ce qui se passe en Ukraine. simply putting out the facts of what's going on in Ukraine, you don't see that sort of, On ne voit pas ce genre de clarté dans la façon dont l'administration Trump essaie de présenter sa politique. Que se passe-t-il au sein de l'administration Trump? Pensez-vous que nous allons voir, après tout, vont-ils en arriver au point où, soyons honnêtes, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la réunion, mais soyons honnêtes avec le peuple américain. Ils essaient d'une certaine manière de se rapprocher des Européens, de se rapprocher des Russes. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. D'une certaine façon, on a l'impression qu'Erdogan dirige les États-Unis. Qu'en pensez-vous? How do you feel about that? Well, Nima, talk about muddy waters. Eh bien, Nima, parlons d'eau trouble. Et ces eaux troubles nous ramènent encore une fois à l'image du marécage et de ces eaux boueuses dans la mare, où Trump contemple sans cesse sa propre image, fasciné en permanence par son propre reflet. Tu as vu ce qu'il a dit hier, n'est-ce pas? Je peux faire tout ce que je veux parce que je suis le président des États-Unis. Donc, il se voit, en fait, si on veut pousser la métaphore, comme Jupiter. En fait, il est Jupiter. Il frappe comme la foudre, même s'il n'a pas de foudre à la main. En réalité, c'est Apollon qui a la lyre. Donc Apollon peut frapper comme la foudre. Mais dans son esprit, Trump se voit comme Jupiter, le roi tout-puissant de tous les dieux, régnant sur l'Olympe et sur tout le reste. Ruling over Olympus and ruling over everything. This brings us to the second part of the column. Cela nous amène à la deuxième partie de la chronique, Nima, car j'entre dans la réelle politique et ce qui a réellement été perçu par Trump, même avant l'Alaska, puis après l'Alaska. Il semble, en fait, ce n'est pas seulement une impression, nous en sommes certains maintenant, que Trump n'a pas compris ce que Poutine lui a dit avant l'Alaska. Trump a interprété l'accord de Poutine sur certaines idées américaines comme un abandon de la ligne rouge ultime, à savoir pas d'OTAN en Ukraine. C'est ce que Trump a compris. Encore une fois, j'ai plaisanté en qualifiant Trump de Bismarck de l'immobilier. Et bien sûr, ce n'est pas un diplomate. Il fait des affaires. Il avait l'habitude de faire des affaires dans l'immobilier. C'est ridicule. Il n'a donc pas la finesse d'un esprit super diplomatique comme Bismarck, comme Talleyrand. Diplomatic mind like Bismarck, like Talleyrand, of course, forget it. Vous savez, bien sûr, laissez tomber. Donc, il s'est trompé. Ou peut-être que cela a été perdu dans la traduction du russe à l'anglais. Et évidemment, Trump a cru ce qu'on lui a dit. Donc, Trump a aussi interprété que Poutine donc maintenant, nous avons des concessions de la part des Russes. Nous pouvons avoir des forces de maintien de la paix en Ukraine, ce qui est un euphémisme pour des troupes de l'OTAN. Ça peut être des troupes de l'UAMBR, des troupes de l'OTAN, des troupes UME-OTAN. Mais la plupart des membres de l'ULOPMN sont aussi membres de l'OTAN. Donc au final, ce sont des troupes de l'OTAN. Et ce n'est pas un hasard si immédiatement les Chihuahuas décapités en Europe se mettent à parler sans arrêt d'une force de maintien de la paix. Certains d'entre eux ont dit « Non, 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 nous n'allons pas envoyer nos soldats ». Comme les Italiens qui ont dit « Non, nous n'allons pas envoyer nos soldats en Ukraine ». Les Britanniques, bien sûr, ont dit « Nous le ferons ». Les Français, « Nous le ferons ». Les Allemands, « Nous le ferons ». Mais toute l'affaire reposait sur un malentendu et une manœuvre perdue dans la traduction de la part de Blinken lui-même. Donc Blinken est responsable de cette énorme mascarade autour de
nous allons avoir une force de maintien de la paix en Ukraine. Tout le monde sait que c'est la ligne rouge absolue pour la Russie, car la Russie interprète cela comme des troupes de l'OTAN en Ukraine. Cela signifie donc une guerre sans fin, une fois de plus. Trump, évidemment, a peut-être perçu que le piège était tendu pour lui. Alors il a commencé à essayer de prendre ses distances. Ah, nous serons en soutien. Nous fournirons le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, peut-être la couverture aérienne, peut-être même la défense aérienne, voire des avions espions. Il y a déjà des avions espions américains qui font des allers-retours en Ukraine, en mer Noire, etc. Donc, ce n'est rien de nouveau. Mais évidemment, pas de soldats américains sur le terrain. C'est ainsi qu'ils le présentent à l'opinion publique américaine. Mais les Européens l'ont pris au sérieux. Ainsi, la seule chose dont on parle partout en Europe dans les médias traditionnels, c'est d'une force européenne de maintien de la paix en Ukraine, ce qui, encore une fois, revient à l'OTAN sans l'OTAN. Et évidemment, les Russes, y compris Lavrov, ont déclaré « Écoutez, vous êtes complètement perdus », car ils répètent cela depuis toujours. Hors de question, car cela signifierait l'OTAN en Ukraine. Donc, encore une fois, tu as évoqué la possibilité d'une certaine clarté venant de l'administration Trump. C'est impossible, Nima, car ils évoluent dans des eaux troubles. Et même le président trouble lui-même les eaux. Et les types qui travaillent pour lui, comme McGough, sont encore pires. Il a complètement embrouillé la situation avec son incompréhension de ce que Poutine lui disait, même avant de mettre en place l'affaire de l'Alaska. Les Russes considéraient que l'Alaska était un succès, parce que Poutine s'y est rendu. Trump a prêté attention à Poutine en face à face. C'est très très important. Apparemment, il a enregistré une ou deux idées dans son esprit narcissique, mais 5 minutes plus tard, il les oublie. Et encore une fois, pourquoi est-il aussi incendiaire et imprévisible? Nous le savons tous. Il peut changer d'avis en une seconde. Et il pourrait même commencer à envisager d'autoriser l'envoi de missiles longue portée à Kiev, fournis par les Européens, et ces missiles finiront tôt ou tard par attaquer des cibles civiles à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Et alors, nous sommes tous dans de beaux draps, vraiment. Tout le monde le sait. Mais évidemment, pour Trump, pourquoi pas? Cela explique pourquoi les Russes doivent être en alerte rouge 24h/24 et 7h/7 sur tout. Comment va-t-il changer d'avis? Quelle sera la prochaine manœuvre? Quel genre d'opération de communication va-t-il lancer? Etc. Je veux avoir une réunion avec Poutine et Zelensky. Peut-être que ce n'est pas une si bonne idée, ou peut-être que je n'irai pas, ou peut-être qu'ils iront et que je parlerai. Vous voyez, c'est flou partout. Donc ça va être discuté à la table de l'OCS ce week-end à Tianjin. Et évidemment, ce sera abordé en face à face par Poutine et Xi. Poutine effectue une visite de 4 jours en Chine. C'est extrêmement important, notamment avec l'OCS à Tianjin, puis le grand défilé le 3 octobre sur la place Tiananmen. 80 ans depuis la victoire chinoise sur le nazisme, le fascisme et l'agression impérialiste japonaise. C'est d'une importance capitale. Et Poutine et Xi seront ensemble pendant 4 jours, donc évidemment le partenariat stratégique sera encore plus solide après cela. Ils vont discuter, d'accord, comment allons-nous commencer à gérer? Comment allons-nous gérer Trump à partir de maintenant? Étant donné qu'il semble totalement déséquilibré et de toute évidence, la plupart du temps, inconséquent et imprévisible. C'est très dangereux en termes de realpolitik et dans la conjoncture géopolitique actuelle, où l'on sait que les pressions contre Trump, non seulement à l'intérieur des États-Unis, de l'État profond, des silos de la CIA, du complexe militaro-industriel, du Pentagone, mais aussi des élites atlantistes, des vieilles fortunes européennes, de toute l'architecture bruxelloise, tout le monde s'oppose à toute forme d'accommodement entre la Russie et les États-Unis.
Il doit donc obtenir une sorte de victoire, Nima. Et pour l'instant, il n'y a rien à l'horizon. Une possibilité, c'est ce que nous allons voir à Vladivostok la semaine prochaine. Les affaires. Je suis donc très curieux de connaître les discussions commerciales à Vladivostok et de savoir quels Américains seront présents à Vladivostok. Peut-être, si ce n'est pas une délégation américaine officielle, si nous avons des PDG ou des hauts responsables de certaines grandes entreprises énergétiques américaines, ce sera un signe révélateur que quelque chose de sérieux se prépare. Et c'est le cas. Nous savons déjà, en Russie, nous savons déjà depuis quelques jours, qu'Exxon et Rosneft discutaient déjà du retour d'Exxon sur le projet gazier de Sakhalin qu'ils avaient dû quitter à cause des sanctions. Et ils ont perdu plus de 4 milliards de dollars qu'ils comptent évidemment récupérer. Et de toute évidence, Exxon décroche le téléphone et appelle la Maison-Blanche en disant « Écoutez, nous voulons retourner en Russie et faire des affaires. » C'est un langage que Trump comprend directement. Et évidemment, d'autres entreprises américaines, d'accord, peut-être que nous pourrons recommencer à vendre du matériel énergétique à la Russie, et ils en ont besoin, avec autant de projets gaziers partout. Et bien sûr, du point de vue trumpien, l'investissement en Alaska est quelque chose qu'il a déjà mentionné explicitement. Donc les opportunités commerciales seront discutées à Vladivostok et à Tianjin. Lors du sommet de l'OCS, ils discuteront des ramifications géopolitiques liées à la gestion de cette figure narcissique totalement incontrôlable. Que pensez-vous de la rencontre entre le président sud-coréen et Donald Trump, qui, à mon avis, relevait en quelque sorte du théâtre? Lorsqu'il a demandé à Donald Trump « Vous faites la paix dans chaque recoin de cette planète. Pourquoi pas dans la péninsule coréenne? Pourquoi ne viendriez-vous pas ici pour faire la paix ?» Il semble qu'il se préparait à ce moment afin de le présenter à nous tous. Oui, parce qu'il n'y a rien que Trump aimerait plus que d'avoir une autre rencontre avec son grand ami, Kim Jong-un, et de convaincre Kim Jong-un de « D'accord, parlons à nouveau avec la Corée du Sud, tous les trois, et je serai dans la pièce. » Bien sûr, ce sera encore une occasion pour lui, personnellement. C'est le Saint Graal pour Trump, le fameux prix de la paix. Il doit absolument conclure un accord de paix quelque part, même s'il essaye de fabriquer de nouvelles guerres. Par exemple, l'aventure vénézuélienne, c'est une préfabrication d'une guerre possible. Et évidemment, le Venezuela est déjà soutenu et continuera d'être soutenu par la Russie et l'Iran, et même la Chine également. Voilà donc le cadre totalement illogique d'un empire en roue libre. On ne peut pas, en même temps, séduire la majorité mondiale avec sa vision, parce que tout d'abord, on n'a pas de vision, on n'a rien à proposer, on fabrique d'autres guerres sans fin, et on rêve au moins d'essayer de résoudre des guerres qu'on a soi-même provoquées. Tout ce cercle est complètement illogique. Mais c'est dans ce tourbillon que se trouve la planète entière, le Nord global comme le Sud global, au même moment. L'Empire exploite les vassaux du Nord et continue d'intimider le Sud. C'est le nouveau paradigme, la nouvelle logique d'un empire en roue libre. Donc vous savez, nous avons tenté une guerre contre la Russie. Nous l'avons perdue stratégiquement. Nous avons essayé une guerre tarifaire contre la Chine. Nous avons perdu parce que la Chine a résisté. Nous avons essayé une guerre chaude contre l'Iran. Nous avons perdu parce que l'Iran résiste toujours. Nous avons essayé une guerre tarifaire avec le Brésil. Cela ne fonctionne pas parce que le Brésil résiste. Alors que font-ils? D'accord, exploitons ces idiots en Europe. Ça marche, et ça marche extrêmement bien, non? Ils ont obtenu l'accord qu'ils voulaient et toute la mascarade du maintien de la paix. D'accord,
vous pouvez envoyer toutes les troupes que vous voulez. Nous n'avons rien à voir avec ça, tant que vous achetez nos armes, payez en euros et achetez notre énergie. C'est tout. Donc c'est la victoire impériale pour le moment, avec les vassaux, avec les Chihuahuas. Face à la majorité mondiale, ils perdent une confrontation après l'autre. One confrontation after another. So, India, is there any... Alors, l'Inde, y a-t-il une quelconque valeur géoéconomique ou un intérêt à appliquer des droits de douane de 50% à votre principal allié en Asie? C'est au-delà de stupide. Et pourtant, ils le font, ce qui prouve encore une fois, en lien avec votre question, qu'il n'y a aucune clarté et aucune stratégie. Ce n'est pas une administration stratégique. La précédente, bien sûr, nous nous en souvenons tous, la précédente n'avait qu'une seule stratégie. La guerre contre la Russie, rien d'autre. Celle-ci n'a aucune stratégie du tout. Ou peut-être que c'est ça la stratégie. D'accord, nous essayons d'intimider le Sud global. Si ça ne marche pas, et ça ne marche avec personne, nous exploitons le Nord global. En fait, on peut lire ça comme une stratégie, Nima. Donc, 50% de la stratégie fonctionne réellement. 50% of the strategy is actually working. Pepe, how does Russia feel about Pepe, the United comment la States Russie perçoit-elle le fait que les États-Unis s'impliquent à nouveau dans ce que, selon moi, Donald Trump cherche à obtenir en matière de paix, s'il souhaite discuter avec Kim Jong-un de Corée du Nord? North Korea? Il veut parler de dénucléarisation, car ce qui était étonnant lors de la réunion, c'est qu'il a dit « Je veux parler avec la Russie et la Chine de la dénucléarisation. Nous sommes sérieux à ce sujet. » Et voici ce qu'il a dit. Mais il semble que l'objectif principal soit la Corée du Nord, pas les États-Unis ni aucune autre partie. D'une certaine manière, il pousse à la dénucléarisation concernant la Corée du Nord. Mais je ne suis pas sûr que la Corée du Nord soit positive ou ouverte à en discuter. Voici ce qu'il a dit. Absolument aucune question. Hors de question. Cela n'arrivera jamais. D'accord, lancez-la, s'il vous plaît. Oui. Ce qu'il faut faire avec la Russie et la Chine, c'est la dénucléarisation. Et c'est très important. L'une des choses dont j'ai discuté avec le président Poutine l'autre jour, ce n'était pas seulement cela. Il y avait aussi d'autres sujets. Et je pense que la dénucléarisation est un objectif très important, mais la Russie est prête à le faire. Et je pense que la Chine sera également prête à le faire. Nous ne pouvons pas laisser les armes nucléaires se proliférer. Nous devons arrêter les armes nucléaires. Leur puissance est trop grande. Vous savez, je n'y vois tout simplement pas un signe positif. Parce que le même jour, il parle de rebaptiser le ministère de la Défense en ministère de la Guerre. Comment peut-on concilier ces deux images? Ils se contredisent. Tu ne peux pas assembler ces deux images, Nima. Il ne sait même pas de quoi il parle. Il pourrait s'agir du traité INF. Il pourrait s'agir de limitations sur les missiles à courte et moyenne portée et de limitations sur les missiles à longue portée avec des ogives nucléaires. Ou bien, il pourrait parler, et il ne saurait même pas qu'il en parle, d'un paradigme nucléaire complètement différent, surtout entre les États-Unis et la Russie. Et les Chinois ont dit non, nous n'allons pas discuter de notre arsenal nucléaire avec qui que ce soit. Sans parler de Kim Jong-un. Kim Jong-un, le principal atout qu'il a sur la table, c'est la puissance nucléaire de la RPDC. Il ne renoncera jamais à cela. Jamais. Impossible. Absolument pas. Surtout parce qu'il sait que la possibilité d'une unification des Corées est inférieure à 0 et continuera de l'être. Parce que pour l'Empire, la Corée du Sud est un atout. Ils ne laisseront pas partir la Corée du Sud. Donc, disons que dans le siècle à venir, si nous pouvions envisager la possibilité d'une réunification des Corées, mais même là, c'est hautement improbable, vous savez. Alors, Trump donne l'impression que ce qu'il a entendu de Poutine serait le début d'une nouvelle négociation nucléaire. Non, ce n'est pas le cas. Oubliez ça. Sans parler du fait qu'ils ne peuvent même pas aborder le sujet toxique
de l'arsenal nucléaire d'Israël. Toxic subject of Israel's nuclear arsenal. You cannot talk about nuclear non-proliferation if Israel On ne peut pas parler de non-prolifération nucléaire si Israël est autorisé à posséder un arsenal nucléaire non déclaré. Et en ce qui concerne l'Iran, toute personne ayant un QI supérieur à 50 sait que l'Iran ne veut pas d'armes nucléaires, comme tu le sais très bien, Nima. Ils sont probablement contraints d'en acquérir une prochainement comme moyen de dissuasion, car ils seront de nouveau attaqués par Israël et les États-Unis. Tout le monde le sait aussi. Donc, tout ce nouveau débat sur les armes nucléaires n'a aucun sens tant que tous ces tabous persistent. Et les Russes le savent très bien, car ils discutent de cette question à la fois avec la Chine et la Corée du Nord. China and North Korea. As much as they discuss the Autant qu'ils discutent en permanence avec l'Iran de son programme nucléaire non militarisé. Les Russes sont parfaitement au courant, connaissent toutes les marges de manœuvre, savent pourquoi tout cela piétine, et ce que les Américains essaieront d'en tirer, une forme d'avantage. Et surtout, avec un président qui ne peut pas lancer un tel processus, car le complexe militaro-industriel sera le premier à dire « Non, nous ne faisons aucune concession à qui que ce soit », à commencer par les Russes et encore moins avec les Chinois. Que veulent-ils au fond? Mais ils ne peuvent pas le dire. Ils veulent que tous les autres se démilitarisent sur le plan nucléaire, mais eux conservent leur propre arsenal. C'est toujours la logique impériale. That's the imperial logic, always, no? That doesn't make sense because Cela n'a aucun sens, car vous essayez d'envoyer des armes à l'Ukraine, de mener cette stupide guerre par procuration depuis plus de 3 ans, et vous continuez à envoyer des armes, des renseignements, à leur donner tout ce qu'ils veulent. Mais vous pensez quand même pouvoir parler de dénucléarisation. Exactement. La logique intrinsèque de l'Empire, même maintenant qu'il décline, c'est la guerre perpétuelle. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus la capacité de lancer des guerres sans fin, surtout parce que tout ce qu'ils ont entrepris ces dernières années, ils l'ont perdu, toutes, et de façon ignominieuse dans de nombreux cas. Donc, encore une fois, on en revient aux 50% de leur non-stratégie qui fonctionne réellement. Ils peuvent gagner de l'argent en exploitant les vassaux. C'est tout ce qui leur reste. Et surtout maintenant, après ce mélange de guerre géoéconomique et tarifaire contre les leaders du Sud global, ils ont réussi à accomplir quelque chose que jusqu'il y a quelques mois, beaucoup d'entre nous jugeaient impossible. Ils ont uni toutes les grandes puissances du Sud global, en particulier l'Inde et la Chine. La Chine, en termes de victoire géopolitique, c'est incroyable. Ils en accumulent presque une par semaine. C'est sans arrêt. Je vais donner un autre exemple. Ils ont finalement réussi à réunir l'Afghanistan et le Pakistan à la même table. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes entre les talibans et le Pakistan. Seuls les Chinois peuvent faire cela. Pourquoi? Parce que les Chinois ont convaincu les talibans qu'ils allaient désormais faire partie de... D'accord, on l'appelle le corridor économique Chine-Pakistan. Mais vous allez aussi faire partie de ce corridor économique. Ce sera un corridor économique Chine-Pakistan-Afghanistan, avec tous les avantages pour vous. Nous allons construire des centrales hydroélectriques pour vous. Nous allons construire de nouvelles autoroutes. Nous sommes déjà en train de construire l'autoroute qui traverse le corridor du Wakhan. Nous vous aiderons dans tous vos projets de développement à travers l'Afghanistan. Cela convient donc aussi au Pakistan, car sur une frontière géopolitique clé, le Pakistan peut enfin bénéficier d'une certaine stabilité. Le Pakistan et l'Afghanistan ont toujours été des voisins très compliqués, comme nous le savons. Les Chinois vont là-bas, parlent aux deux parties, d'accord, beaucoup d'accords ici et là, voilà, vous obtenez une solution. C'est fascinant. Et bien sûr,
Les Russes ont commencé ce processus, je dirais, dès le premier jour du retour des talibans au pouvoir. Je me souviens que je suivais cette histoire au quotidien et l'ambassadeur russe à Kaboul comprend très bien la mentalité pachtoune. Dès le début, il était là et les talibans lui parlaient et ils ont dit « D'accord, je vais vous expliquer le jeu à tous » et ils font confiance aux Russes. C'est extrêmement important. Je suis sûr que je vais voir une délégation talibane à Vladivostok la semaine prochaine. Ils étaient à Saint-Pétersbourg il y a 2 mois. Voilà, la Russie et la Chine travaillent avec l'Afghanistan. Et tôt ou tard, l'Afghanistan va devenir membre à part entière de l'Organisation de coopération de Shanghai. Ils seront au sommet de Tianjin ce week-end en tant que partenaires. Bientôt, ils deviendront également membres à part entière. Voilà comment on procède, Nima. C'est de la diplomatie à long terme. C'est beaucoup de travail. Il faut faire le travail de terrain, il faut être présent, il faut envoyer ses meilleurs ambassadeurs et responsables, tout ça. Et ensuite, on voit apparaître un nouveau nœud sur l'échiquier. Dans ce cas, l'Afghanistan et le Pakistan sont extrêmement importants parce que cela signifie aussi une intégration plus étroite avec les voisins d'Asie centrale, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan, etc. Et une fois de plus, les Chinois construisent de nouvelles voies ferrées. Ils veulent intégrer l'Afghanistan au réseau ferroviaire de cette partie de l'Eurasie. Comparez cela à la non-stratégie des Américains, Nima. Nous ne pouvons même pas commencer cela. Il n'y a pas de concurrence. L'OCS, PP, est en quelque sorte bien en avance sur les BRICS en matière de sécurité, surtout en ce qui concerne la sécurité. Comment distingueriez-vous les BRICS et l'OCS sur le plan de la sécurité? Et d'une certaine manière, on a l'impression que l'OCS incarne l'essence des BRICS. C'est un très bon point, Nima. Parce qu'ils ont commencé quelques mois avant. Peux-tu imaginer que l'OCS, les 5 originaux de Shanghai, la Russie, la Chine et 3 pays d'Asie centrale, leur première réunion a eu lieu en juin 2001, 3 mois avant le 11 septembre. Tu te rends compte? La plupart des gens ne s'en souviennent pas. Et à l'époque, c'était une idée chinoise. C'est pour cela qu'on les appelait les 5 de Shanghai. Ils allaient lutter contre ce que les Chinois appellent les 3 fléaux. Laisse-moi voir si je me souviens bien. Le terrorisme, le séparatisme. Oui, le terrorisme et le séparatisme. Tout est lié au terrorisme. Et la façon dont ils ont évolué pendant les années 2000 a été relativement lente. Et puis, dans les années 2010, ils ont commencé à évoluer de plus en plus rapidement, modifiant peu à peu leur configuration. Nous ne sommes pas seulement une organisation antiterroriste, une organisation de sécurité. Nous devrions aussi devenir une organisation de coopération économique. Cela a donc commencé à se produire vers 2013, 2014, 2015. Je m'en souviens très bien car j'assistais à certaines de leurs tables rondes, par exemple à Saint-Pétersbourg. Et ils commençaient à discuter affaires, géoéconomie et pas seulement sécurité. C'était fascinant. On assiste à une table ronde. Parfois, souvent, j'étais le seul occidental ou le seul non-eurasiatique. Il y avait donc des Kirghizes, des Kazakhs, des Chinois, des Russes, etc. Et ils commençaient à discuter affaires. Ces dernières années, c'est essentiellement des affaires. La plupart du temps, ils discutent d'accords. Ils parlent d'investissement économique, de coopération économique, de corridors de connectivité et tout cela. Surtout après l'expulsion des Américains d'Afghanistan, ils ont commencé à accélérer parce qu'ils ont vu que d'accord, notre prochaine étape est d'intégrer l'Afghanistan à l'OCS. Et ensuite, nous pourrons parler de sécurité pan-eurasienne. La Turquie est observatrice à l'OCS, mais c'est compliqué, Nima,
parce que cela reviendrait à permettre à une sorte de cinquième colonne d'entrer dans l'organisation. Et personne ne fait confiance à la Turquie, du moins parmi les grands acteurs, bien sûr. Personne ne fait confiance à la Turquie. Mais la Turquie essaie d'influencer, en particulier le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan, car elle a une présence économique turque dans ces trois nations d'Asie centrale. Mais en ce qui concerne le fait d'être une sorte de modèle pour la manière dont les BRICS pourraient consolider une plateforme de sécurité mutuelle, les BRICS peuvent s'inspirer de l'OCS. Et surtout du fait que beaucoup des principaux membres des BRICS sont aussi membres de l'OCS. Et cela nous ramène une fois de plus à la raison pour laquelle Loukachenko dit qu'à la fin, ils fusionneront. Ces deux organisations multilatérales fusionneront. Parce que cela a du sens. Et ils travaillent tous vers le même objectif. La seule différence, c'est que l'OCS couvre toute l'Eurasie, tandis que les BRICS sont transcontinentaux. Bien sûr, c'est beaucoup plus ambitieux. Et bien entendu, la préoccupation principale des BRICS, c'est la géoéconomie. L'OCS s'en approche. Elle a commencé par la sécurité, mais maintenant, c'est la géoéconomie. Ils vont discuter de nombreux accords ce week-end à Tianjin. Cela ne fait aucun doute, surtout parce que tous les principaux dirigeants seront présents. C'est beaucoup plus facile pour eux. D'accord, cette autoroute que vous allez construire, prolongeons-la par là. Vous voyez? Tant de possibilités. Les corridors de connectivité, le corridor international de transport nord-sud, 3 BRICS. Et ces 3 BRICS seront également à Tianjin ce week-end en tant que membres de l'OCS. Voilà. La route de la soie arctique profitera principalement à la Russie et à la Chine, mais elle pourrait également bénéficier aux autres. Ces nouvelles lignes ferroviaires intégrant le Pakistan et l'Ouzbékistan, il y a une ligne appelée Pakafuz, Pakistan, Afghanistan, Ouzbékistan. Cela a pris beaucoup de temps, mais au moins elle est en cours de construction. Et pour les pays d'Asie centrale, ce serait un événement considérable. Cela nous montre, et cela montre au Sud global dans son ensemble, que ces organisations multilatérales peuvent être extrêmement efficaces. Il leur faut du temps pour se consolider et commencer à s'étendre. Mais c'est la même chose avec les BRICS. Une fois que les BRICS prennent de la vitesse, maintenant, tout le monde veut les BRICS. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela s'est produit au cours de ces 2 dernières années. L'OCS, je pense, atteint le même stade. Peut-être que le grand décollage de l'OCS commencera ce week-end. Pepe, dans votre article, l'un des points importants que vous soulignez à propos de cette mentalité mythique, c'est qu'elle ne concerne pas seulement Donald Trump, elle s'applique aussi aux Européens. À votre avis, pourquoi l'Europe persiste-t-elle à présenter Poutine et la Russie à travers cette sorte de diabolisation mythique, comme la bête à la porte, l'Antéchrist, plutôt que d'aborder les réalités historiques et civilisationnelles de l'Eurasie? Cela ne les intéresse pas. Ils n'en parlent pas. Non, c'est pas le cas. Eh bien, tout d'abord, je pense qu'il y a 2 paragraphes, plus ou moins, où j'esquisse brièvement, c'est quelque chose à développer plus tard, pourquoi l'Europe ne comprend pas la Russie, l'Eurasie dans son ensemble, ou l'Asie dans son ensemble, d'ailleurs même la Chine. C'est un processus historique de la péninsule, cette péninsule occidentale de l'Eurasie, l'Europe, qui a été protégée ou isolée de vague après vague d'incursions nomades, essentiellement. Donc je dirais que les 2 principaux exemples sont les Mongols et les Turcs, les différentes variantes des Turcs menant à l'Empire ottoman. Donc l'Europe, si vous regardez la carte, et j'essaie d'inciter, de séduire les lecteurs à essayer mentalement d'avoir une carte en tête, de Danzig en Pologne, à Trieste en Italie, en passant par Vienne. Going through Vienna. If you have this more or less natural barrier
Si vous avez cette barrière plus ou moins naturelle, cela explique c'était plus ou moins la barrière à laquelle faisaient face ces incursions nomades. Ils s'aventuraient rarement à l'ouest de cette barrière. Et dans le cas de la Hongrie, c'est fascinant parce que la Hongrie, en termes de plaine, de steppe, le fameux adage à travers l'histoire, si vous prenez un cheval en Mongolie, vous pouvez galoper jusqu'en Hongrie. Et en fait, c'est vrai. Donc la Hongrie, disons, les semi-steppes en Hongrie sont une extension des steppes d'Asie centrale. C'est donc là que ces invasions nomades, généralement, c'est là qu'elles s'arrêtaient. Très rarement, dans le cas d'Attila le Hun, par exemple, allait-elle plus à l'ouest, et dans le cas des Ottomans, ils ne sont jamais allés plus à l'ouest. Ils se sont arrêtés dans les Balkans, n'est-ce pas? Idem pour les Mongols. Donc cela, on peut l'interpréter de plusieurs façons. You can read it in many different ways. It's fascinating. This is one of my favorite reading. C'est fascinant. Cela fait des années que c'est l'un de mes exercices de lecture préférés dans différentes sources. On peut l'interpréter ainsi. Parce qu'ils n'ont pas connu la Pax Mongolica, sous la domination des Mongols, comme la Horde d'Or en Russie ou l'Empire ottoman, c'est pour cela qu'ils sont démocratiques, parce qu'ils n'ont jamais connu l'autocratie. Je préfère le lire autrement. Ils n'ont jamais appris le meilleur de ce que la Pax Mongolica et l'Empire ottoman avaient à offrir. Dans le cas de la Pax Mongolica, c'était un empire multiculturel. D'accord, on ne parle pas de Gengis Khan avec ses pyramides de crânes et ses massacres. Non, je parle de l'inclusivité des Mongols, du fait qu'ils ont adopté les coutumes chinoises, qu'ils ont adopté le bouddhisme, tout en somme. Ils ont développé des concepts artistiques sophistiqués. Et les Ottomans, eux, étaient inclusifs. Pendant l'Empire ottoman, tout le monde pouvait vivre à l'intérieur de l'Empire, et chacun était respecté. L'Europe, elle, n'a jamais connu cela. L'Europe a toujours été, pour citer les Britanniques, dans une sorte de splendide isolement à l'ouest de la péninsule. Ils n'ont donc pas beaucoup appris sur les Russes. Ils n'ont rien appris de l'expérience russe. Ils n'ont aucune fichue idée de la civilisation chinoise. Et ils n'ont rien retenu des aspects positifs de ces conquérants, qu'il s'agisse des Mongols ou des Turcs. Donc isolés. Et évidemment, cela a créé un complexe de supériorité. Et cela explique en grande partie, en lien avec votre question, pourquoi ils considèrent la Russie comme inférieure. Ce ne sont qu'une bande de barbares asiatiques. Ils ont été conquis par les Mongols pendant 250 ans. Qu'ont-ils à nous apprendre? C'est ainsi que les élites européennes perçoivent la Russie. Et si l'on regarde les derniers siècles, à chaque siècle, il y a une nouvelle tentative de l'Europe d'envahir la Russie, de la démembrer et fondamentalement de la briser. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons la tentative de l'OTAN au XXIe siècle. La précédente, c'était les nazis. Donc les Russes ont leur mémoire historique est vraiment impressionnante. Ils se souviennent de tout. Ils sont comme des éléphants, ils n'oublient jamais. Et ils savent qu'ils sont la cible ultime des élites européennes, en particulier. Et dans le cas de la Grande-Bretagne, c'est encore pire. C'est quelque chose auquel je fais allusion dans cette chronique. Le projet numéro 1 des élites britanniques est de démanteler la Russie et de toujours maintenir la Russie comme ennemie de l'Europe. Parce que eux, les élites britanniques, rêvent encore de contrôler plusieurs aspects de l'Europe ou d'être la puissance la plus importante en Europe, même s'ils ne font pas partie de l'Europe. Même s'ils ont voté pour sortir de l'Europe il y a seulement quelques années. Mais ces gens sont très très dangereux. Et c'est pourquoi au milieu, je fais mention de la méduse toxique à Bruxelles et de son mari. Ces gens viennent de la partie de l'Allemagne occupée par les Britanniques. Nous ne devrions jamais l'oublier. Jamais, jamais, jamais. Donc ils sont essentiellement des Asiatiques britanniques. Ce petit roi pathétique en France, c'est un homme des Rothschild.
Qui sont les Rothschild? Ils ont financé tous les camps des rois et reines britanniques depuis le XVIIIe siècle. Donc on en revient toujours aux mêmes personnes. Et ces personnes sont très très dangereuses, bien connectées, puissantes, et leur russophobie n'a aucune limite. Cela explique donc, je dirais, en grande partie, pourquoi cette guerre éternelle contre la Russie va continuer. Quoi qu'il se passe sur le champ de bataille, Nima, peu importe, s'il y a des forces de maintien de la paix, pas de maintien de la paix, une zone démilitarisée contrôlée par les Américains, une zone démilitarisée sans rien, un no man's land, une Ukraine réduite, peu importe ce qui arrive. Cette mentalité de guerre perpétuelle de la part de ces élites, surtout britanniques et de certaines élites européennes, contre la Russie va perdurer. Et cela dure depuis des siècles. Cela ne va pas s'arrêter cette fois-ci. C'est d'une certaine manière incroyable pour moi, Pepe, que malgré l'Empire britannique, ils aient réussi à imposer leur façon de penser en termes d'isolationnisme. Tu as mentionné que c'est un point très important. L'autre, ce sont les guerres sans fin qu'ils ont en tête. D'une certaine façon, on voit leur état d'esprit dominer l'Europe avec les États-Unis. L'un des plus grands problèmes de Washington aujourd'hui, c'est qu'ils se sentent exceptionnels et que personne d'autre ne l'est. Et Joe Biden l'a dit. Tu t'en souviens? Joe Biden said it. You remember that? Oui, bien sûr. Et comment pourraient-ils y parvenir? D'une manière ou d'une autre, dominer l'état d'esprit à Washington et en Europe en leur faveur, ou les amener à être autant influencés par l'esprit britannique. Eh bien, c'est une question très très compliquée. Il nous faudrait au moins un livre pour vous donner une réponse appropriée. Il y a de nombreux aspects. La domination du soft power, ils sont très doués pour cela. La langue est extrêmement importante. Ils possèdent la véritable langue mondiale. Le système d'exploitation du monde, c'est la langue anglaise. Pour construire cela, il faut un empire qui fonctionne. Et ils l'avaient au 19e siècle, très très mauvais. Et ensuite, ils avaient le sous-texte, ou leur caniche, les Américains. Les Américains ont appris des Britanniques, qui eux-mêmes avaient appris de l'Empire romain. Donc, vous savez, si vous allez dans l'une des anciennes grandes universités d'Angleterre, la première discipline à maîtriser, c'est l'Empire romain, bien plus que les Grecs. Parce qu'avec les Grecs, on peut étudier même les présocratiques, on étudie Platon, on étudie Aristote, la culture, l'architecture, etc. Mais en termes de puissance brute et de la manière d'exercer cette puissance brute, le Saint Graal, c'est de reproduire l'Empire romain, ce que les Britanniques ont essayé de faire et ce que les Américains essaient encore de faire. Donc le soft power, de bonnes universités, une étude sélective de l'histoire, ils sont très doués pour cela. L'expérience d'un empire en action, par exemple, la façon dont ils ont colonisé l'Inde avec seulement quelques fonctionnaires est stupéfiante, mais ils y sont parvenus. Ils ont colonisé, exploité et dévasté l'Inde avec seulement quelques fonctionnaires impériaux. L'Asie du Sud-Est, c'est la même chose, surtout la Birmanie, le Myanmar. Leur expérience impériale est donc assez remarquable. Et bien sûr, il est utile qu'ils aient eu derrière eux une révolution industrielle réussie pour organiser le fonctionnement de l'Empire. L'exclusivité de la classe dirigeante en Grande-Bretagne, c'est une petite élite, très exclusive. Ils fréquentent les mêmes clubs de campagne, étudient dans les mêmes universités, vont dans les mêmes clubs à Londres. Ils se connaissent tous. Et bien sûr, ils sont liés au commerce mondial, au commerce international. Et ils ont eu, à l'époque impériale, le temps de construire ce réseau mondial de commerce, d'échange, de connexion, ce que les Chinois appellent le guanxi.
Les Britanniques sont également des maîtres du Guangxi. Et s'ils n'ont pas les connexions, ils vous forcent à être connectés à eux. Ou, dans le cas de la Chine par exemple, ils ont forcé les Chinois à se soumettre à eux, ce que les Chinois n'oublieront jamais. L'Empire britannique, le siècle d'humiliation. Et l'humiliation a commencé avec les Britanniques. Donc, lorsque vous rassemblez tous ces éléments, ils ont réussi à organiser un système d'exploit mondial très efficace. Après avoir perdu l'Empire, ils ont transmis ce savoir-faire aux Américains. Les Américains ont copié, les Américains ont étudié et tout ça. Mais les Britanniques étaient bien plus efficaces que les Américains. Et cela explique par exemple pourquoi, lorsqu'il y a des opérations secrètes menées par le MI6, la plupart du temps, personne n'en entend parler, parce qu'ils sont extrêmement doués pour les opérations clandestines. Et la CIA, elle est spécialisée dans le sabotage de ses propres opérations secrètes. Vous voyez? Donc c'est une présence persistante qui est très très dangereuse. Pas étonnant, bien sûr c'est redondant et évident, mais ça s'applique, la perfide Albion. C'est clair et net. Ils sont très doués pour la perfidie, vraiment, vraiment doués pour ça. Et pour la dissimulation. Et vous savez, ils portent un bâton de la taille d'une planète, mais toujours avec le sourire, avec un vocabulaire magnifique, parfaitement articulé. Vous voyez Monty Python, ils étaient brillants pour se moquer de la cruauté de la classe dirigeante britannique à travers le langage. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend que si l'on fréquente les meilleures écoles privées d'Angleterre, puis les meilleures universités comme elles l'étaient autrefois. Plus maintenant, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je vais t'assommer à mort, mais je le ferai en souriant et en parlant avec de beaux mots, vous voyez? Donc ils sont très doués pour tout ça. Les Français, jamais. Les Espagnols, jamais. Les Néerlandais, jamais. Never. The Spanish, never. The Dutch, never. The Germans, never. Not subtle enough. But the British, Les Allemands, jamais. Pas assez subtil. Mais les Britanniques, oui. Et cette subtilité est essentielle parce qu'il faut dominer tout en donnant l'impression d'être bienveillant. Et c'est ce que beaucoup de pays du Sud global ont hérité des Britanniques. Jusqu'au jour où Nima, les opprimés, se réveillent. Et là, c'est une autre histoire. Cela a pris beaucoup de temps, donc le processus de décolonisation après l'Empire britannique a été long, mais au moins il a eu lieu, surtout en Inde et en Asie du Sud-Est. Le problème, c'est que nous vivons encore sous ce cadre. Et n'oubliez pas le pouvoir de la City de Londres, la puissance commerciale de la City de Londres. Donc il sera très très difficile pour la Russie de contrer tout cela. it's going to be very, very hard for Russia to counteract all that. Because Parce que ces réseaux, cet état d'esprit, ce que les Chinois appellent la mentalité de guerre froide, dans le cas des Britanniques, c'est la mentalité du Raj britannique, du 19e siècle et de l'Empire britannique. Cela ne va pas disparaître comme ça. Ils continueront à provoquer des opérations sous faux drapeaux, des révolutions de couleur, des guerres fictives, des guerres sans fin, des guerres meurtrières, des guerres hybrides, tout ce que vous voulez. Et la cible principale restera toujours la Russie. Ils ne se sont toujours pas remis de la grande compétition du 19e siècle. Et en fait, ils ont inventé ce que nous faisons, la géopolitique. Les Britanniques ont inventé la géopolitique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de rationaliser leur domination. Donc, quand Mackinder parlait du Heartland, il disait en gros, « Écoutez, si nous ne faisons pas ce que nous devons faire, nous ne contrôlerons plus le Heartland. » Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, parce que les Américains sont en train de perdre le contrôle de leur cœur du pays, et il n'y a rien qu'ils puissent faire pour le récupérer. On peut donc imaginer ce que cela représente dans l'esprit de ces gens qui ont étudié à Yale ou dans certaines des anciennes très bonnes universités de l'Ivy League aux États-Unis, qui formaient les élites américaines. Ce n'est plus leur monde. Ils le perdent très très rapidement. Cela explique donc pourquoi ils sont au-delà du désespoir.
Et qu'il y ait un Narcisse au pouvoir ou non, c'est la même chose. Il n'y a donc pas beaucoup de différence entre l'ancien, pathétique cadavre à la Maison-Blanche et Narcisse. La logique intrinsèque de l'Empire reste la même, à savoir, nous ne pouvons pas nous permettre de devenir une puissance de second rang et de perdre notre empire. Et c'est exactement ce qui se passe. Et ils n'ont pas de plan B, Nima. And they don't have a plan B, Nima. But I think Europe Mais je pense que l'Europe a besoin d'un plan de secours, un plan B. Et quel serait-il? Les anciens États austro-hongrois et la Serbie peuvent-ils réellement former une contre-coalition pour résister à la stratégie de guerre perpétuelle de l'OTAN? Eh bien, c'est moi qui ai écrit cela. C'est un peu un vœu pieux, Nima. Et pour vous tous, notre public, je l'avoue. Mais fondamentalement, j'ai mis cela dans la chronique parce que c'est le seul contre-pouvoir sérieux à l'intérieur de l'Europe face à cette logique. Ce sont les nations qui étaient membres de l'Empire austro-hongrois et bien sûr la Serbie, qui se trouve dans une position très compliquée, mais qui résiste tout de même. C'est le seul contre-pouvoir. Quand on regarde la France, l'Allemagne, l'Italie, franchement, c'est un désastre absolu. Et quand on voit la façon dont l'OTAN et l'UEM sont contrôlés par ces chihuahuas baltes, la Pologne et maintenant la Finlande, c'est encore pire. C'est au-delà du pathétique. Mais c'est la réelle politique. Ce sont ces gens-là qui, dès qu'ils ouvrent la bouche en Europe, tout le monde se dit « Oh, le président de la Finlande, oh, le premier ministre de la Pologne, oh, cet idiot stupide en Lettonie. » Et tout le monde. Oh, et pire que tout, il y a la folle furieuse estonienne à la tête de la politique étrangère de l'Europe. Donc, il te faut rien d'autre. Tu vois, tu balances ça là-bas et les Martiens débarquent sur Terre et disent « Qui sont ces gens ?» Pas étonnant qu'ils soient fous. On s'en va d'ici. On ne veut rien avoir à faire avec vous. Avant de conclure, le dernier sujet serait, Pepe, ce qui se passe à Gaza et comment l'administration Trump, tu l'as mentionné dans ton article, la normalisation de la violence extrême sous Trump. De quoi s'agit-il exactement? C'est encore plus effrayant que ce que nous pensions, parce que tu as... Un homme qui dit littéralement « Je peux faire tout ce que je veux parce que je suis le président des États-Unis ». C'est sa propre citation. Normaliser un génocide que plus de 90% de la planète peut constater chaque jour sur son téléphone. C'est bien un génocide. Comment pouvons-nous échapper à cela? Nous ne le pouvons pas, et nous devenons complices, parce que même les gouvernements les plus sérieux ne font rien pour empêcher ce génocide. Et pire encore, le monde arabe, c'est un problème arabe. Ce sont des Juifs qui tuent des Arabes, qui exterminent des Arabes. Une famine provoquée par des Juifs contre des Arabes. L'histoire, un jour, sera impitoyable. Cela prendra peut-être beaucoup de temps. Voyez-vous un seul gouvernement arabe faire quoi que ce soit pour arrêter ce génocide? Je n'ai rien à ajouter. I rest my case. Who is trying to do something? Qui essaie de faire quelque chose? Ce n'est pas un gouvernement. En fait, on peut les qualifier de milice tribale, qui est maintenant investie comme gouvernement. Les Houthis au Yémen. Ce ne sont pas des sunnites, ce sont des chiites zaïdites. Le Hezbollah, même chose. C'est un mélange de mouvements communautaires et militaires, avec une approche sociale très forte. Chiite. Et la République islamique d'Iran. Chiite. Ce sont les trois principaux qui essayent de faire quelque chose pour arrêter le génocide à Gaza par des actions concrètes. Regardez le monde arabe dans son ensemble. Rien. Absolument rien. Ce sera donc la honte éternelle de ces dirigeants politiques arabes partout. Ils ne méritent même pas d'être qualifiés de chihuahuas. Ce sont des infraspécimens. Ils devraient avoir honte à jamais de ce qu'ils ne font pas. Je ne parle pas de la rue arabe ou de l'opinion publique arabe.
c'est une toute autre histoire. Nous parlons ici des dirigeants politiques. L'Égypte, les Émirats, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Koweït, et ainsi de suite. Et l'histoire jugera cela comme étant au-delà de la honte. Le problème, c'est qu'en termes de realpolitik et en termes pratiques, rien n'est fait. Et si les États-Unis en viennent à normaliser et soutenir le génocide, c'est fini. Ce sont là les lignes qui délimitent la realpolitik. Et évidemment, si vous parlez de cela en Russie, ce qui est un sujet extrêmement sensible, les Russes disent « oui, mais nous avons notre propre guerre ici, à nos frontières occidentales ». Ce n'est pas notre guerre, c'est leur guerre, celle de nos amis arabes. Les Chinois, c'est pareil. Oui, nous pouvons soutenir la diplomatie, mais ce n'est pas une guerre chinoise. Nous avons aussi nos propres problèmes ici, avec nos frontières. Donc c'est décourageant, c'est immensément déprimant. Cela nous laisse tous dans un état de limbo, impuissant, très très triste. Et il n'y a rien que nous, ni personne dans le monde, puissions faire. Quelque chose pourrait être fait si le maître de piste du cirque Jupiter Narcisse Subtheseus prenait le téléphone et disait au bureau là-bas « Arrêtez maintenant ». Ce serait la seule solution. Et nous savons que cela n'arrivera pas. Exactement. Même la Russie et la Chine, elles ne sont pas capables de faire cela. Le seul pays capable de le faire, ce sont les États-Unis. Exactement. Je suis donc vraiment désolé de terminer sur une note aussi déprimante, mais nous parlons de realpolitik, de politique réelle, et nous devons y faire face. Nous devons affronter notre impuissance, notre sentiment d'impuissance et notre colère, tous, partout. Il n'y a rien à faire pour empêcher une extermination en direct sous nos yeux. Muito obrigado, Pepe. La tasse de Donetsk dit « Nima, je veux Nima ». Merci beaucoup, Pepe. Je prends la route la semaine prochaine. Je ne sais pas, Nima. Ça va être très difficile. Mais si j'ai une pause à un moment à Vladivostok, on se parle la semaine prochaine. La semaine prochaine, il se passe beaucoup de choses. L'OCS, le défilé sur la place Tiananmen et Vladivostok. Waouh. Et vendredi, nous avons Poutine en direct. Waouh, oui. Ateme. Obrigado. Abraço. Et une grosse accolade à vous tous, le public. À ceux d'entre vous qui comprennent le portugais dans le public, une grosse accolade à vous tous. Et au revoir à tout le monde. Santé.